Dans le fracas d'une tempête prête à engloutir le monde, une jeune femme cherche abri, sans imaginer que ce refuge improvisé la jettera au cœur d'un destin interdit. Une cabane perdue, une porte entr'ouverte, et soudain, le souffle d'un secret prêt à éclater. Car derrière ces murs silencieux sommeille une vérité capable de bouleverser sa vie, l'ombre d'un homme puissant, craint et admiré, dont les choix façonnent le sort de tous, sauf le sien. Préparez-vous à découvrir une histoire où le hasard devient piège, où le cœur vacille entre prudence et désir. Et avant de commencer, pensez à vous abonner pour nous aider à atteindre nos premiers 1000 inscrits. Votre soutien fait toute la différence. La pluie fouettait les vitres du fiacre comme des lames acérées, transformant la nuit en un chaos hurlant. Émilie Lefebvre, serrée dans son manteau de laine trempée, fixait l'horizon noyé de ténèbres. 25 ans, orpheline de mère depuis l'enfance. Elle fuyait Paris et ses chaînes invisibles. Un mariage arrangé avec un homme qu'elle n'aimait pas, un père absent obsédé par les dettes familiales. Le cocher, un vieux gaillard aux moustaches grisonnantes, jurait entre ses dents contre la tempête qui les avait surpris sur la route de Lyon. « Ma demoiselle, cette averse ne faiblit pas, nous devons trouver un abri où le cheval s'effondrera. » Émilie hocha la tête, le cœur battant. Elle n'avait rien d'autre que son sac de voyage, rempli de quelques robes usées et d'un médaillon en argent, seul legs de sa mère. La ville de Lyon, avec ses quais sombres le long de la Saône, lui semblait un refuge précaire, mais mieux que le piège de la capitale. Soudain, un éclair zébra le ciel, illuminant une silhouette floue au loin. Une petite cabane nichée au bord d'un bois, isolée comme un secret murmuré. « Arrêtez-la » cria-t-elle au cocher. « Je descends !» Il protesta, mais elle sauta déjà dans la boue, l'eau ruisselant sur son visage pâle. La porte de la cabane grinça sous sa poussée désespérée. À l'intérieur, l'obscurité l'enveloppa, seulement percée par le crépitement d'un feu éteint dans l'âtre. Elle referma derrière elle, le souffle court, et s'effondra contre le mur de pierre froide. L'air sentait le bois humide, et quelque chose d'autre, du tabac fin peut-être, ou du cuir vieilli. Émilie alluma une bougie tirée de son sac, sa flamme dansante révélant un intérieur modeste mais raffiné. Un lit étroit au drap de lin, une table sculptée, des livres reliés empilés sur une étagère. Pas une simple cahute de berger. Qui vivait ici? Elle s'approcha d'une fenêtre, essuyant la buée de sa main gantée. Dehors, la tempête redoublait. Les arbres ployaient comme des danseurs ivres sous la pluie battante. Un bruit la fit sursauter, un craquement venant de l'étage supérieur. Était-elle seule? Son pouls s'accéléra. Elle n'avait pas le choix. La nuit était trop hostile pour repartir. Elle s'assit près de l'âtre, frottant ses mains gelées, et murmura une prière silencieuse. Demain, elle reprendrait la route vers Lyon, vers une tente lointaine qui pourrait l'accueillir. Mais pour l'instant, ce refuge inconnu était sa seule ancre. Au lever du jour, la tempête s'apaisa en un murmure. Émilie se leva, explorant les lieux avec prudence. Sur la table, un journal froissé. L'illustration, datée d'il y a une semaine, avec un article sur les magnats de l'industrie lyonnaise. Son regard accrocha un nom. Henri Beaumont, l'homme le plus énigmatique de la région, propriétaire de filatures et de domaines secrets. La cabane appartenait-elle à lui? Un frisson la traversa. On chuchotait qu'il évitait la société, veuf depuis des années, hanté par un passé obscur. Elle secoua la tête. Ridicule. Ce n'était qu'un abri abandonné. Pourtant, en rangeant ses affaires, elle trouva une lettre scellée, glissée sous un coussin. L'enveloppe portait un monogramme élégant. HB. Ses doigts tremblèrent en la soulevant. Devait-elle l'ouvrir? Le sceau céda sous la pression, révélant une écriture ferme. À celui qui osera entrer dans mon sanctuaire, sachez que les secrets ici ne pardonnent pas. Émilie recula, le papier brûlant comme une braise. Qui était cet homme? Et pourquoi son cœur, au lieu de la peur, battait-il d'une curiosité interdite?
Dehors, le soleil perçait les nuages, mais l'ombre de l'inconnu s'étendait déjà sur son chemin. Si cette introduction vous a captivé, abonnez-vous au canal pour ne rien manquer des suites de cette histoire envoûtante. Et dans les commentaires, dites-moi de quelle ville et de quel pays vous regardez cette vidéo. Votre voix compte pour nous. La narration s'arrête ici, le souffle suspendu, invitant l'âme à plonger plus profond dans les mystères de la Belle Époque. Émilie Lefebvre ajusta son chapeau de feutre noir, orné d'une plume discrète, tandis que le fiacre reprenait la route cahoteuse vers Lyon. Le soleil matinal effleurait les collines verdoyantes du Beaujolais, et l'air frais portait l'odeur de la terre mouillée par la nuit. 25 ans, une silhouette élancée moulée dans une robe de serge grise aux manches longues et au col haut, elle incarnait la jeune femme de la bourgeoisie lyonnaise, modeste mais soignée, avec des gants de chevreau usés couvrant ses mains fines. Son père, marchand de soieries ruiné par des spéculations hasardeuses, l'avait élevée dans l'ombre des ateliers familiaux, le long des quais de la Saône. Orpheline de mère depuis l'âge de 10 ans, elle avait appris à naviguer les eaux troubles de la société. Les thés obligés chez les voisines, les messes du dimanche à Notre-Dame de Fourvière, où les regards pesaient plus que les prières. À Lyon, la ville bruissait d'une vitalité contenue, sous l'air de la Belle Époque. Les manufactures de soie et de machines à vapeur employaient des milliers d'ouvriers, tandis que la haute société se pavanait dans les salons du Rhône, dictant les modes venues de Paris. Émilie descendit du fiacre devant la maison de sa tante, une bâtisse étroite aux volets verts, rue de la République. Tante Marguerite, veuve d'un notaire, l'accueillit avec une étreinte raide, son chignon poivre et sel impeccable sous un bonnet de dentelle. « Ma nièce chérie, enfin arrivée. Entrez, entrez, avant que les commères ne s'agitent. » La maison sentait le pain frais et la cire d'abeille. Marguerite, quinquagénaire aux joues rosies par les fourneaux, menait une existence réglée comme une horloge. Le verre à l'aube pour les ablutions, puis le petit déjeuner dans la salle à manger lambrissée, où trônait un portrait jauni de l'oncle défunt. Émilie posa son sac près de l'escalier en bois ciré, gravissant les marches vers sa chambre mansardée. Les murs tapissés de papier fleuri abritaient un lit à baldaquin, une commode en acajou et un miroir ovale où elle se contempla un instant. Yeux verts hérités de sa mère, lèvres pincées par l'inquiétude. Le repas se déroula dans un silence ponctué de questions polies. Marguerite, forque en main, scrutait sa nièce par-dessus ses lunettes. « Votre père m'a écrit. Ses dettes. Un scandale à Paris. Mais ici à Lyon, nous saurons arranger cela. Un bon parti. Voilà ce qu'il vous faut. Monsieur Duval, le propriétaire des filatures du quartier demande après vous. » Émilie baissa les yeux sur son assiette de porridge aux fruits secs. Duval, un veuf bedonnant de 40 ans, connu pour ses fêtes fastueuses et ses appétits voraces. L'idée d'un mariage arrangé la nouait encore, même à des lieux de la capitale. « Tante, je ne suis pas prête. Pas après tout cela. » Marguerite posa sa cuillère avec un claquement sec. « Prête ou non, ma fille, la société n'attend pas les caprices. Demain, nous irons à la cathédrale pour la messe solennelle. Et ensuite, un thé chez les Beaumont? Non, pas eux. Trop isolés, ces Beaumont. Le maître Henri, on le dit fantôme dans sa propre fortune. Mais sa sœur Claire reçoit parfois. » Le nom frappa Émilie comme un écho de la cabane. Beaumont. Elle revit la lettre, le monogramme HB, et chassa l'image d'un battement de cils. Ridicule. Lyon comptait tant de familles influentes, les Godard, les Perrier, piliers de la chambre de commerce, avec leurs réceptions où l'on dansait la valse sous des lustres à gaz. Pourtant, Henri Beaumont planait comme une ombre. Magnat des industries textiles, veuf depuis une décennie, il évitait les bals et les clubs masculins du Rhône. Les rumeurs le dépeignaient comme un homme hanté, préférant ses domaines isolés aux intrigues urbaines. Sa fortune, bâtie sur des filatures qui employaient la moitié des ouvriers de la ville, le rendait intouchable, mais son absence alimentait les murmures. L'après-midi s'étira dans une routine apaisante. Émilie aida sa tante à repriser des nappes, les aiguilles dansant sur le lin amidonné.
Dehors, les passants en redingotes sombres et robes à crinoline vaquaient, saluant d'un hochement de tête les connaissances. La hiérarchie lyonnaise était claire. Au sommet, les industriels comme les frères Lumière, inventeurs de merveilles cinématographiques. En bas, les canutes, tisserands aux mains calleuses, réclamant des droits dans des meetings secrets. Émilie, fille de bourgeois déchus, oscillait entre les deux, son éducation, lecture de Victor Hugo et leçons de piano, la protégeant à peine des ragots. Soudain, un coup à la porte rompit le calme. Un valet en livrée bleue, porteur d'une missive cachetée. Marguerite l'ouvrit, fronçant les sourcils. « C'est de votre père, Émilie. Il presse pour un arrangement rapide. Duval propose une dot généreuse pour effacer les dettes. » Le cœur d'Émilie se serra. Elle saisit la lettre, l'encre noire courant sur le papier comme des veines sombres. « Je ne peux pas, tante, pas lui. » Marguerite soupira, posant une main sur son épaule. « Réfléchissez, ma chère. La tempête de Paris vous a mené ici, mais Lyon a ses propres orages. Refuser Duval, c'est inviter le déshonneur. » Émilie hocha la tête, mais intérieurement, une étincelle de rébellion couvait. Elle remonta dans sa chambre, s'asseyant près de la fenêtre qui donnait sur les toits en tuiles rouges. Le médaillon de sa mère, tiède contre sa peau, lui rappelait des jours plus simples. Des promenades au parc de la Tête d'Or, avant les dettes et les fiançailles forcées. Pourtant, ce soir-là, alors que les cloches de Saint-Jean sonnaient le couvre-feu, un bruit discret attira son regard. Dans la rue, une silhouette encapuchonnée s'attarda sous un réverbère à gaz, observant la maison. Un espion, ou simple coïncidence. Le doute s'insinua, tel un voile fin. Qui la suivait depuis la cabane? Et si les secrets de Beaumont n'étaient pas si lointains? La nuit tomba, lourde de promesses troubles, et Émilie s'allongea, le sommeil fuyant comme un oiseau effarouché. Les cloches de la cathédrale Saint-Jean carillonnaient l'office du matin, un son grave qui vibrait dans les rues pavées de Lyon. Émilie ajusta son châle de cachemire noir sur ses épaules, suivant sa tante Marguerite vers l'entrée gothique de l'édifice. La messe solennelle attirait la crème de la société lyonnaise, dames en robes de soie aux jupes amples, bordées de dentelles, messieurs en redingotes ajustées, le haut de forme à la main. L'air embaumait l'encens et la cire des cierges, un rituel immuable qui masquait les tensions sous-jacentes de la ville. Elles s'assirent sur un banc de bois poli, près des colonnes sculptées. Marguerite murmura une prière, ses lèvres minces pincées, tandis qu'Émilie balayait du regard l'assemblée. Des familles influentes, les Godard, avec leurs fils aînés aux épaules larges, chuchotant à l'oreille d'une héritière. Les Périers, piliers des filatures, dont la matriarche jetait des regards acérés. Et là, au fond de la nef, une silhouette isolée, un homme aux traits ciselés, vêtu d'un manteau sombre, les yeux fixés sur l'autel. Henri Beaumont. Émilie reconnut le profil de la description des rumeurs. Cheveux châtains striés de gris, une cicatrice discrète sur la joue gauche, vestige d'un duel oublié. Il ne saluait personne, un fantôme parmi les vivants. La messe s'étira, entre chants latins et homélies sur la providence divine. Émilie sentait le poids des regards. Une voisine, Madame Duval elle-même, veuve opulente aux bijoux étincelants, se tourna vers Marguerite avec un sourire mielleux. « Chère Marguerite, votre nièce est arrivée ?» On murmure déjà sur son départ précipité de Paris. Un scandale avec ce mariage avorté? Marguerite raidit l'échine. « Rien de tel, ma sœur. Émilie cherche simplement un havre de paix à Lyon. » Mais les mots planaient comme une ombre. Émilie rougit sous son voile fin, serrant le médaillon de sa mère contre sa poitrine. Le coût social de sa fuite se faisait sentir. Des lettres non répondues de Paris, des dettes familiales qui s'accumulaient comme des chaînes. Son père, dans sa missive, insistait. Un contrat avec Duval effacerait tout. Refuser, c'était risquer l'ostracisme, les portes closes des salons, la ruine totale. À la sortie, sous le porche ombragé, le destin frappa. Monsieur Duval en personne s'approcha, un homme trapu de 40 ans, moustache cirée et ventre proéminent sous sa veste brodée. Il s'inclina avec une courbette exagérée, tendant une main gantée.
Mademoiselle Lefebvre, quel plaisir! Votre tante m'a vanté vos charmes. Lyon vous accueille à bras ouverts. Et moi de même. Émilie recula d'un pas, le cœur cognant. Monsieur, je suis honoré, mais je ne saurais accepter si vite. Il rit, un son gras qui attira les oreilles curieuses. Allons, ma chère. Votre père et moi avons convenu des termes. Une dot de 5000 francs et vos dettes effacées. Les règles sont claires. Un noce en 3 mois, sous l'œil de la société. Refusé, et les créanciers de Paris viendront toquer à votre porte. Marguerite intervint, posant une main ferme sur le bras d'Émilie. Ma nièce réfléchira, cher Duval. Laissez-lui du temps. Mais Duval secoua la tête, ses yeux porcins luisants. Le temps est un luxe pour les endettés. Demain, ôtés chez les Perrier, nous scellerons cela. Ou bien, les ragots feront leur œuvre. Les premiers obstacles se dressaient. Calomnie naissante, protocole social implacable, veto paternel par procuration. Émilie hésita, la gorge nouée. Accepter Duval, c'était une prison dorée. Refuser, un exil dans la pauvreté. Des alliés potentiels émergeaient. Marguerite, mentor réticent mais protecteur. Claire Beaumont, sœur d'Henri, qu'on disait bienveillante envers les jeunes veuves ou orphelines. Et l'antagoniste, Duval, avec son alliance aux créanciers, ou pire, les ombres de Paris qui suivaient sa trace. De retour à la maison rue de la République, l'atmosphère s'alourdit. Marguerite prépara un thé à la bergamote, les tasses en porcelaine cliquetant sur le plateau d'argent. « Émilie, ma pauvre enfant, Duval est un pilier de Lyon. Ses filatures emploient la moitié des canutes. Refuser, c'est braver les hiérarchies. Mais je connais vos doutes. » Émilie s'assit près de la fenêtre, les rideaux de velours filtrant la lumière. « Tante, ce mariage forcé. C'est comme la tempête qui m'a jeté dans cette cabane. Je veux choisir mon chemin, pas le subir. » Un coup à la porte interrompit la confidence. Le valet de Duval? Non, un messager en habit modeste, porteur d'une enveloppe scellée. Marguerite l'ouvrit, pâlit. « C'est de Paris. Votre père ordonne le contrat. Si vous refusez, il coupe tout soutien. Vous serez seule, Émilie. » La rupture du statu quo s'imposa, brutale. Le nouveau monde se dessinait, vigilance publique accrue, étiquette des fiançailles, visites chaperonées, annonces dans le Progrès de Lyon, dettes comme chaînes invisibles. Émilie serra les poings, une décision initiale se formant dans le tumulte. Allait-elle plier ou défier? Soudain, un bruit dehors. La silhouette encapuchonnée de la veille réapparut, glissant une note sous la porte. Émilie la ramassa, tremblante. L'écriture était ferme. La cabane n'était pas un hasard. Rencontrez-moi ce soir, au parc de la Tête d'Or, HB. Henri Beaumont, le magnate mystérieux. Le cœur d'Émilie s'emballa. Accepter ce rendez-vous secret. C'était une choix forcée, altérant son statut. D'une fiancée docile à une fugitive des conventions. La nuit tombait sur Lyon, les réverbères à gaz s'allumant un à un, et elle sut que le chemin bifurquait irrémédiablement. Le soleil déclinait sur Lyon, peignant les façades Renaissance d'une lueur orangée, tandis qu'Émilie descendait les marches de la maison de sa tante, le cœur battant au rythme des cloches lointaines. La note de Henri Beaumont brûlait dans sa poche, un papier fin plié avec soin, portant ces mots énigmatiques. La cabane n'était pas un hasard. Rencontrez-moi ce soir, au parc de la Tête d'Or. HB. Elle avait hésité, les doigts tremblants sur la porte, mais la curiosité l'emporta sur la prudence. Refuser Duval, défier son père, c'était déjà une rébellion. Ce rendez-vous secret pouvait être une porte vers la liberté ou un piège plus sombre. Vêtue d'une robe de mousseline bleu pâle, aux manches bouffantes et à la jupe plissée qui frôlait le sol pavé, elle ajusta son ombrelle de dentelle pour masquer son visage. Les rues de la presqu'île grouillaient de passants, ouvriers en casquette rentrant des filatures, dames en crinoline serrées discutant des dernières modes parisiennes. Le parc de la Tête d'Or s'étendait comme un havre verdoyant au nord de la ville, ses allées bordées de marronniers en fleurs et ses serres abritant des exotismes lointains.
Émilie y entra par une grille latérale, évitant les allées principales où les couples se promenaient sous les lanternes naissantes. L'air embaumait les roses et l'herbe fraîchement tondue. Elle s'avança vers le lac artificiel où des cygnes glissaient comme des fantômes blancs. Une silhouette se détacha d'un banc ombragé. Henri Beaumont, en redingote grise ajustée, pantalon droit et cravate de soie noire. 38 ans, grand, les épaules larges, marquées par des années de labeur discret. Il portait une moustache fine et cette cicatrice pâle sur la joue, souvenir d'un accident aux filatures, disaient les rumeurs. Ses yeux, d'un gris orageux, la fixèrent avec une intensité qui la cloua sur place. « Mademoiselle Lefebvre », murmura-t-il d'une voix grave, s'inclinant légèrement sans la toucher. « Vous êtes venue. Je craignais que la tempête de la nuit dernière ne vous ait découragée. » Émilie déglutit, serrant son ombrelle comme un bouclier. « Monsieur Beaumont, cette note, la cabane, comment saviez-vous que j'y trouverais refuge? Êtes-vous en train de me suivre ?» Il secoua la tête, un sourire fugace, adoucissant ses traits austères. « Pas suivre, mais anticiper. Mes domaines s'étendent jusqu'au bois voisin. Le cocher qui vous a conduite, un de mes hommes, en mission pour moi. J'ai vu votre fiacre lutter contre l'averse. Vous fuyez quelque chose, n'est-ce pas? Paris, les dettes, un mariage indésirable ?» Le choc la traversa comme un vent froid. Elle recula d'un pas, les feuilles crissant sous ses bottines lacées. « Vous me surveillez depuis le début. Pourquoi? Qu'attendez-vous de moi ?» Henri s'approcha, mais garda une distance respectueuse, ses mains gantées croisées dans le dos. « Rien que vous ne puissiez offrir librement. J'ai perdu ma femme il y a 10 ans dans un accident aux filatures. Depuis, je vis en marge, évitant les intrigues de Lyon. Mais vous, votre arrivée coïncide avec des murmures. Duval convoite plus que votre main. Il vise mes terres adjacentes aux siennes, via ce mariage arrangé. Votre père est endetté auprès de lui. Je peux aider si vous le souhaitez. » Émilie sentit une chaleur monter à ses joues. La friction de classe était palpable. Lui, magnate intouchable. Elle, fille de bourgeois ruinée. Aider, en échange de quoi? Ma gratitude ne paie pas les dettes. Il sortit de sa poche un broche ancien, un camée en ivoire ciselé représentant une rose entrelacée d'un serpent, objet hérité de sa mère, dit-il d'une voix plus douce. Prenez ceci, il m'a consolé dans mes heures sombres. Portez-le demain, au thé chez les Perriers. Duval y sera. Observez et voyez si Lyon tolère une femme qui choisit son chemin. Leurs doigts se frôlèrent quand elle accepta le bijou, un rosse fugace qui envoya une étincelle le long de son bras. Pas plus, juste un silence partagé, chargé d'une promesse tacite. Henri inclina la tête. « Soyez prudente, Duval a des yeux partout. » Puis il s'éloigna dans l'ombre des allées, la laissant seule avec le broche tiède dans sa paume. Le lendemain matin, la maison de tante Marguerite bruissait de préparatifs. Le thé chez les Perriers, rue du président Édouard Herriot, était un forum semi-public, où la société lyonnaise mesurait ses alliances. Émilie épingla le camée à son corsage de taffetas vert olive, la jupe à plusieurs volants cascadant élégamment. Marguerite, en robe de bombazin noir ornée de perles, l'inspecta d'un œil critique. « Ce bijou! D'où vient-il? Il semble coûteux. Attention, ma nièce. Les Perriers reçoivent la fine fleur, les Godard, les Lumières, et Duval, bien sûr. Une faux pas, et les ragots vous noieront. » Émilie hocha la tête, le cœur serré. Le fiacre les mena à l'hôtel particulier des Perriers, une demeure haussmannienne au balcon de fer forgé et au salon lambrissé de noyer. L'air sentait le jasmin et les pâtisseries fines, bugnes sucrées, tartes aux pralines, spécialité lyonnaise. Une vingtaine d'invités sirotaient du thé de Chine dans des tasses de Sèvres, les conversations murmurées couvrant les notes d'un piano où une jeune demoiselle jouait un menuet de Chopin. Madame Perrier, une femme imposante aux cheveux relevés en chignon élaboré, accueillit Marguerite avec effusion. « Chère amie, et voici mademoiselle Lefebvre. On parle tant de vous depuis Paris, un voyage mouvementé à ce qu'on dit. » Émilie sourit poliment, mais sentit les regards peser. Duval s'approcha aussitôt, un verre de madère à la main, sa bedaine tendant les boutons de son gilet. « Ma future fiancée, ce broche,
Un cadeau de votre père ou d'un admirateur secret? Les rires fusèrent, subtils mais acérés, une humiliation voilée. Fricsant de classe, soulignant son statut précaire. Émilie rougit, touchant le camé. Un souvenir familial, monsieur, rien de plus. Marguerite intervint, détournant l'attention vers les godards, mais le mal était fait. Au fond de la salle, près des fenêtres donnant sur un jardin potager, Henri Beaumont observait depuis les ombres arriver en invité discret. Il ne dit rien, mais son regard croisa celui d'Émilie un instant. Un micro-geste de soutien, un hochement imperceptible, une lueur dans les yeux qui la réconforta comme une encre. La conversation glissa vers les affaires, les filatures en essor, les expositions universelles à Paris, les tensions avec les ouvriers canuts réclamant de meilleurs salaires. Duval domina, vantant ses usines. Bientôt, avec une alliance solide, Lyon dominera la soie mondiale. Son ton implicite visait Émilie, la reléguant à un trophée. Pourtant, un petit avancement émergea. Quand une invitée, mademoiselle Claire Beaumont, sœur d'Henri, une veuve gracieuse de 30 ans, en robe de faille mauve, s'approcha, elle effleura le broche d'Émilie. « Charmant, ma famille en a de similaires. Vous devriez venir à notre salon un de ces jours. Les ombres de Lyon ne sont pas toutes hostiles. » Duval fronça les sourcils, sentant la menace. Claire, ma chère, les Beaumont sont si isolés. Pas le meilleur conseil pour une jeune fugitive. Le mot « fugitive » plana, provoquant un silence gêné. Émilie tint bon, sa voix ferme pour la première fois. Fugitive d'un destin imposé, peut-être. Mais Lyon offre des choix, n'est-ce pas? Les murmures s'amplifièrent. Duval rit jaune, mais Henri, des ombres, posa une main sur l'épaule de sa sœur, un geste minimal, protégeant sans s'exposer. La tension monta, l'antagoniste, Duval, avec ses alliés dans les clubs masculins, agissant déjà dans l'ombre, ses yeux porcins notant chaque détail pour un futur sabotage. Le thé s'acheva sur des au revoir guindés. De retour chez Marguerite, Émilie ôta son chapeau, le broche luisant à la lumière du gaz. Un progrès émotionnel. Ce bijou, symbole naissant, initiait un arc de confiance. Mais dehors, un valet de Duval rôdait, observant la maison. Le lendemain, le Progrès de Lyon publia une note discrète. Mademoiselle E.L., arrivée de Paris, suscite les curiosités au thé des Perriers. Un broche mystérieux et des alliances en vue. La conséquence sociale était visible, un ragot qui alourdissait l'air. Émilie relut l'article, le cœur serré. Duval contre-attaquerait. Et Henri? Son silence protégeait-il ou cachait-il plus? La nuit enveloppa Lyon, les réverbères clignotant comme des yeux vigilants, et un nouveau pli se forma dans le tissu de sa vie. La pluie revint sur Lyon comme une vengeance, martelant les toits de tuiles rouges et transformant les rues en rivières boueuses. Émilie Lefebvre, encore imprégnée des murmures du thé chez les Perriers, se hâtait vers la maison de sa tante, son ombrelle claquant sous les rafales. Le camé d'Henri Beaumont pesait contre sa poitrine, un talisman secret qui attisait sa confusion. Duval avait vu le bijou, et ses yeux porcins en avaient ri. Les ragots du Progrès de Lyon n'étaient que le début. Bientôt, les portes se fermeraient. À peine entrée, Marguerite l'accueillit avec un regard soucieux, une lettre cachetée à la main. De Duval, ma nièce, il presse pour une rencontre formelle, refusée, et il alerte les créanciers de Paris. Émilie s'effondra sur une chaise de la salle à manger, les flammes de la cheminée dansant sur les lambris. « Tante, je ne peux pas, ce mariage, c'est une cage. » Soudain, un coup violent à la porte. Le vent hurlait dehors, et un messager trempé surgit, porteur d'un pli urgent. Pour mademoiselle Lefebvre, de la part de monsieur Beaumont. Il vous attend au domaine familial, au bord de la Saône. Une affaire pressante. La tempête bloque les routes. Marguerite fronça les sourcils. Henri Beaumont, seul? C'est imprudent, Émilie. Les convenances. Mais la curiosité l'emporta. Émilie enfila un manteau de laine épaisse, sa robe de mousseline encore froissée du thé, et suivit le messager dans un cabriolet qui luttait contre les bourrasques. La nuit tombait tôt. Les réverbères à gaz luttant contre l'averse.
Le domaine des Beaumont s'élevait en périphérie de Lyon, une demeure de pierre grise aux tourelles élancées, entourée de jardins en pente vers le fleuve gonflé. La tempête les avait confinés, ponts inondés, chemins impraticables. Émilie descendit, l'eau ruisselant sur son chapeau à large bord, et frappa à la porte massive. Henri l'accueillit lui-même, sa redingote grise mouillée aux épaules, les cheveux plaqués en arrière. « Entrez, mademoiselle, la nuit est traîtresse, vous êtes en sécurité ici. » L'intérieur était un havre de chaleur. Un hall au tapis perçant, un escalier de chêne menant à un salon éclairé par des lampes à huile. Pas de domestiques en vue, la tempête avait renvoyé le personnel. Henri la guida vers une petite bibliothèque adjacente où un feu crépitait dans l'âtre. Les étagères ployaient sous des volumes reliés. Balzac, Hugo, des traités sur la soierie lyonnaise. Une table basse portait un plateau d'argent. Thé fumant, biscuits aux amandes et le camé qu'elle avait rendu posé comme une offrande. « Asseyez-vous, dit-il, tirant une bergère capitonnée. Ses gestes étaient précis, mais ses yeux gris trahissaient une fatigue profonde. La tempête nous force à cette intimité. Pardonnez-moi si cela heurte les usages. Émilie s'installa, ôtant ses gants humides. L'air sentait le cuir des livres et le bois brûlé. « Pourquoi m'avez-vous fait venir, monsieur Beaumont ?» Le camé. Ôté, il a attiré les regards. Duval soupçonne quelque chose. Henri s'assit en face, versant le thé dans des tasses de porcelaine fine. Ses mains, marquées de cicatrices discrètes, traces des filatures, tremblèrent légèrement. Duval, il n'est pas seulement un industriel, il convoite mes terres pour étendre ses usines. Votre père lui doit 1000 francs, il utilise cela comme levier. Mais vous n'êtes pas un pion. Le silence s'étira, rompu par le grondement du tonnerre. Émilie toucha le camé que Henri avait replacé près d'elle. « Dites-moi la vérité, cette cabane, votre surveillance, qui êtes-vous vraiment ?» Il se leva, s'approchant de l'étagère. Ses épaules s'affaissèrent un instant, révélant une vulnérabilité inattendue. « Un homme brisé, mademoiselle. Ma femme, Élise, est morte il y a 10 ans. Une machine défaillante aux filatures, un accident que j'aurais pu empêcher. J'étais obsédé par l'expansion, par la gloire de Lyon. La culpabilité m'a isolé. Depuis, je vis dans l'ombre, évitant les balles, les alliances. Ce camé était à elle. Il symbolisait notre promesse, une rose pour l'amour, un serpent pour les dangers du monde. » Émilie sentit une compassion l'envahir, comme un baume sur ses propres blessures. Elle prit le bijou, le tournant entre ses doigts. « Ma mère me l'a offert avant de mourir. Un simple médaillon, mais il porte son portrait. Elle fuyait aussi ses chaînes, un mariage sans amour, des dettes familiales. J'ai hérité de cela, le devoir contre le cœur. » Henri revint s'asseoir, plus près cette fois. Leurs genoux se frôlèrent sous la table, un contact innocent qui fit accélérer son pouls. Le devoir nous enchaîne, mais ce soir, confinés par la tempête, parlons sans masque. Duval envoie des espions. J'en ai vu un près de votre maison. Il prépare un contrat truqué pour vous forcer la main. La révélation humanisa Henri. Non plus le magnate distant, mais un veuf hanté par le luto, guidé par un sens du devoir envers sa ville et, maintenant, envers elle. Émilie posa une main sur la sienne, un geste timide, chargé de confiance naissante. « Aidez-moi à résister, pas pour les terres, mais pour la liberté. » Il couvrit sa main de la sienne, un serment tacite. « Je le jure, ensemble nous défierons les ombres. » Le feu craqua, illuminant leur visage. La température émotionnelle changea, de la méfiance à une alliance profonde. Sans mots superflus, ils parlèrent tard, partageant des souvenirs, les promenades d'Émilie au parc de la Tête d'Or, les nuits solitaires d'Henri dans sa cabane. Le camé devint une scène ancora, passée de main en main, dénudant leurs couches, la peur de l'abandon, le poids des attentes sociales. Dehors, la tempête faiblissait en averses fines. Henri offrit une chambre d'amis, une pièce aux rideaux de velours, avec un lit à baldaquin. « Reposez-vous. Demain, je vous raccompagnerai. » Émilie s'allongea, le camé sous son oreiller, un sourire fugace aux lèvres. La confiance fleurissait, fragile, mais réelle.
Au matin, un domestique tardif apporta une lettre scellée du sceau de Duval. Henri l'ouvrit, pâle. Il sait pour cette nuit. Mademoiselle Lefebvre, votre escapade chez les Beaumont confirme les rumeurs. Acceptez mon offre, ou Paris apprendra votre inconduite. Les dettes s'alourdiront. Le cœur d'Émilie se serra. La marée émotionnelle retomba, l'euphorie brisée par la menace. Duval bougeait dans l'ombre, son recadeau un poison lent. Qui l'espionnait? Et comment riposter sans tout perdre? La Saône mugissait encore, miroir de son tumulte intérieur, et le chemin vers Lyon semblait plus périlleux que jamais. Les jours suivants s'étirèrent en une tension palpable, comme un fil de soie prêt à rompre. Émilie rentra chez sa tante sous un ciel plombé, le cabriolet cahotant sur les routes boueuses de la Saône. La lettre de Duval, froissée dans sa poche, pesait comme une sentence. Henri l'avait reconduite en silence, son regard gris chargé d'une promesse non dite, mais l'ombre du chantage planait déjà entre eux. À la maison, rue de la République, Marguerite l'attendait, les bras croisés, le visage marqué par l'inquiétude. « Émilie, où étiez-vous cette nuit ?» Les domestiques des Perriers murmurent déjà. « Duval a envoyé un messager ce matin. Il exige une réponse immédiate. » Émilie ôta son manteau trempé, le cœur cognant. « Une visite imprévue, tante, rien de plus. Mais Duval, il sait pour le domaine des Beaumont. » Marguerite pâlit, posant une main sur sa poitrine. « Seigneur, si cela se sait, votre réputation. Lyon pardonne peu aux écarts. Duval est puissant. Ses alliances avec les banquiers de Paris peuvent tout anéantir. » Le lendemain, l'attaque frontale surgit comme un coup de tonnerre. Le Progrès de Lyon publia un article venimeux, rédigé par un plumitif aux ordres de Duval. Scandale chez les Beaumont, une fugitive de Paris surprise, en compagnie nocturne du magnate reclus. Alliance douteuse menace les bonnes familles lyonnaises. Les mots coulaient comme du poison, dépeignant Émilie comme une aventurière, une proie des ombres d'Henri. Pas de nom complet, mais les initiales suffisaient. E, L et H, B. Les ragots enflèrent au marché du Rhône, aux boutiques de la rue de la Charité, où les commères en tablier amidonnés chuchotaient derrière leurs éventails. Émilie, confinée à la maison, sentit le monde se resserrer. Marguerite annula les visites, verrouillant les volets verts. « Votre père a écrit. Il renie tout soutien si vous persistez dans cette folie. Duval offre une issue, signez le contrat de mariage et l'article disparaîtra. » La perte d'appui fut tangible. Claire Beaumont, qui avait promis un salon, envoya une note polie. Les circonstances actuelles rendent impossible toute rencontre. Prenez soin de vous. Même les Godard, neutres jusqu'alors, n'affermèrent leurs portes. Émilie erra dans la salle à manger, le camée d'Henri serré dans son poing, symbole d'une alliance brisée. La réputation blessée la isolait. Plus de promenades au parc de la Tête d'Or, plus de messes sans regards accusateurs. Elle, qui avait fui Paris pour la liberté, se retrouvait prisonnière d'un nouveau scandale. Henri, de son côté, affronta la tempête seul. Au club des industriels du Rhône, Duval l'attendait, entouré de ses alliés bedonnants, verre de cognac à la main. L'air enfumé des cigares masquait à peine la tension. Duval s'avança, un sourire carnassier aux lèvres, sa redingote tendue sur son ventre. « Beaumont, vous jouez avec le feu, cette petite Lefebvre. Une distraction pour saboter mes plans, mes filatures touchent vos terres. Un mot aux autorités, et vos secrets sortent au jour. L'accident de votre femme, était-ce vraiment un malheur ou une négligence ?» Henri serra les poings, sa cicatrice blanchissant sous la lumière des lampes à gaz. « Vos chantages ne m'impressionnent pas, Duval. Émilie n'est pas un levier pour vos ambitions. » Mais Duval rit, claquant une liasse de papier sur la table. « Regardez cela. Preuve de dette falsifiée, signée par le père de la demoiselle. Acceptez de céder une parcelle de vos domaines où je publie tout. Et elle épousera qui je veux ou finira dans la rue. » La sabotage me frappa au cœur.
Une menace légale voilée, des documents truqués qui pourraient ruiner Henri et exposer Émilie à l'opprobre public. Le magnate quitta le club, le pas lourd, mais le mal était fait. Le soir même, il envoya un messager à Émilie. « Évitez-moi pour l'instant. Duval frappe fort. Notre lien nous met en danger. » La rupture émotionnelle s'abattit comme une lame. Émilie lut la note près de la fenêtre, les larmes brouillant la vue des toits lyonnais. Le camé qui avait consolé lors de la tempête compromit tout. Il devint preuve d'une intimité indécente aux yeux des ragots. Isolation totale. Marguerite, mentor réticent, murmura « Peut-être devriez-vous accepter Duval. C'est le seul chemin honorable. » Le moment sans retour arriva brutalement. Duval organisa une réception publique à l'hôtel de ville sous prétexte d'une fête pour les soyeux. Invitation forcée. Émilie y fut traînée par son père, arrivée de Paris en fiacre poussiéreux, le visage ravagé par la colère. « Fille ingrate, tes caprices nous ruinent, signe ce soir ou je te déshérite. » La salle au lustre de cristal bruissait de 200 invités. Bourgeois en habit du soir, dames en robe de taffetas chatoyante, l'orchestre jouant une polka légère qui masquait la tension. Duval trônait au centre, toaster en chef, et appela Émilie sur l'estrade. « Mesdames, messieurs, voici mademoiselle Lefebvre, future épouse d'un pilier de Lyon. Oublions les ombres, l'avenir brille. » Les applaudissements forcés claquèrent, mais Henri n'était pas là. Retiré dans son domaine, exilé par la peur de l'aggraver. Émilie, en robe de velours noir au col montant, sentit le sol se dérober. Son père la poussa vers Duval, qui glissa un anneau froid à son doigt. Un contrat lu à voix haute, engageant sa main pour effacer les dettes. Refusé, et les créanciers saisissent tout de main. La foule murmura, l'alliance rompue, Henri, absent, semblait avoir abandonné. Émilie, isolée, signa d'une main tremblante le camé caché dans sa poche comme un remords. La chute de Status fut publique. De fugitive, curieuse, à fiancée contrainte, son projet de liberté brisé. Duval triomphait, ses yeux luisants de victoire, sabotant l'équilibre naissant. Pourtant, sous la table, un billet glissé par Claire Beaumont. « Henri n'abandonne pas. Attendez le signal. » Mais le mal était fait, la séparation émotionnelle les deux. Lui dans son exil volontaire, elle dans un ultimato social implacable. La nuit s'acheva en valse forcée, Émilie dans les bras de Duval, le cœur en miettes. Dehors, la Saône coulait sombre, emportant les illusions, et un nouveau ultimatum planait. Plier ou tout perdre pour de bon. Qui briserait le silence en premier? Lyon retenait son souffle, attendant l'orage final. Les jours qui suivirent la réception à l'hôtel de ville furent un tourbillon de murmures étouffés et de regards fuyants. Émilie Lefebvre, l'anneau de Duval, encore froid à son doigt, errait dans la maison de sa tante comme un fantôme. Lyon, avec ses quais brumeux le long de la Saône, semblait la juger à chaque coin de rue. Marguerite, les traits tirés sous son bonnet de dentelle, préparait des tisanes amères pour apaiser les nerfs de sa nièce. Patience, ma chère, Duval triomphe pour l'instant, mais les alliances se brisent comme du cristal. Pourtant, au fond d'Émilie, une braise couvait. Le billet de Claire Beaumont, glissé lors de la fête, résonnait comme un espoir ténu. Henri n'abandonne pas, attendez le signal. Elle le relisait en secret. Le camé d'Henri, niché dans sa commode d'acajou, symbole d'une confiance volée. Son père, reparti pour Paris avec un air de vainqueur forcé, avait laissé une dernière missive. Signe et oublie ses chimères. Les dettes ne pardonnent pas. Un matin pluvieux, alors que les gouttes tambourinaient contre les vitres, un messager discret frappa à la porte arrière. Il portait un paquet enveloppé de toile cirée, sans sceau apparent. Marguerite l'ouvrit en fronçant les sourcils, révélant un dossier de papier jauni, livre de comptes, lettres scellées, et un portrait miniature d'une femme aux yeux verts. Élise Beaumont, la défunte épouse d'Henri. Émilie s'empara du tout, le cœur battant, et s'enferma dans sa chambre mansardée. L'épreuve s'étalait comme un complot dévoilé. Dans les livres de comptes, des annotations au crayon rouge montraient des dettes falsifiées, non pas 1000 francs dus par son père à Duval,
mais une manipulation habile. Duval avait gonflé les chiffres, utilisant des prêts fictifs pour forcer le mariage et s'emparer des terres adjacentes aux siennes, celles d'Henri, riche en canaux pour les filatures. Une lettre signée d'un notaire véreux confirmait « Monsieur Duval offre 5 000 francs pour l'alliance, mais en échange, les domaines Beaumont seront cédés par procuration via le contrat nuptial. » Émilie relut, les mains tremblantes. Un complot structurel ancré dans les intrigues industrielles de Lyon. Duval n'était pas un simple prétendant. C'était un prédateur, ourdissant depuis des mois pour étendre son empire sur les ruines des autres. Et Henri, une note jointe, de sa main ferme, « Ma friesa n'était pas indifférence, mais devoir. J'ai feint l'absence pour vous protéger. Ces documents prouvent tout. Agissez, Émilie. Je vous rejoins dans l'ombre. » La révélation la frappa comme un éclair. Henri n'avait pas fui par lâcheté, mais par un sens du devoir exacerbé, culpabilité pour la mort d'Élise, hantise de ne pas répéter les erreurs du passé. Elle serra le portrait contre sa poitrine, une larme perlant sur le verre. Le réencadrement était clair. Leur lien, forgé dans la tempête, reposait sur une confiance profonde, pas une passion impulsive, picot d'espoir. Émilie se leva, une détermination nouvelle dans les veines. Elle rédigea une lettre ouverte à l'adresse de la Chambre de commerce de Lyon, un prononciamento public audacieux pour une femme de son rang. Messieurs, les dettes ne sont pas des chaînes éternelles quand la vérité éclaire les ombres. Monsieur Duval manipule les comptes pour des gains terrestres, au détriment des âmes lyonnaises. Elle joignit les preuves, extrait des livres, la lettre du notaire et un témoignage anonyme d'un ouvrier des filatures Duval, recueilli par Claire. Envoyé par coursier, la missive atterrit sur les bureaux des industriels. Bientôt, les salons bruissèrent. Madame Perrier, lors d'un thé impromptu, murmura « Cette Lefebvre, elle ose ». Duval bouillonne. Émilie assumait son agence, plus une victime passive, mais une initiative sociale qui altérait la perception. Les portes se rouvrirent légèrement. Claire Beaumont invita à un cercle restreint où des veuves et des bourgeois modérés saluèrent son courage. Leur rapprochement fut contenu, un fil de confiance retissé. Henri apparut un soir au jardin de la maison de Marguerite, sous un ciel étoilé. Vêtu d'un manteau sombre, il s'approcha par la grille latérale, évitant les regards. « Émilie, souffla-t-il, prenant sa main gantée, votre lettre, c'est un pas vers la lumière. Ma culpabilité m'avait isolé, mais vous m'avez rappelé le devoir partagé. » Elle leva les yeux, un sourire timide. Pas de passion hâtive, Henri. Seulement cette alliance, forgée dans la vérité. Leurs doigts s'entrelacèrent un instant. Un geste sobre qui scellait une confiance plus forte que les ragots. Picot d'espoir. Ensemble, ils complotèrent, lui fournissant des contacts à la Chambre, elle rédigeant une pétition pour les ouvriers lésés par Duval. Mais le val de danger suivit, amplifiant la menace. Duval riposta avec fureur, un pic d'indignation publique contre lui naissant. Il envoya des sbires. Un article diffamatoire dans un journal subventionné, accusant Émilie de fabulations hystériques et Henri de complot contre l'ordre lyonnais. Pire, un témoignage fabriqué, un valet prétendant avoir vu Émilie et Henri en rendez-vous indécent, circula au club masculin. Duval, lors d'une assemblée des soyeux, tonna « Cette intrigante veut ruiner des familles honnêtes. Ses dettes réelles la pendent au-dessus du gouffre. » La société oscilla. Certains, outrés par les manipulations révélées, se rangèrent du côté d'Émilie. D'autres, liés à Duval, fermèrent les rangs. Un soir, un émissaire de Duval toqua à la porte. « Mademoiselle, signez une rétractation, ou votre père perdra tout à Paris. Et Beaumont ? Ces filatures seront inspectées pour négligence passée. » Émilie refusa, le cœur serré, mais l'avancée du couple, leur plan pour exposer les faux au grand jour, attisa une riposte plus grande. Henri, dans l'ombre, murmura « Il paiera, mais prudence. Son venin est mortel.
Le ganchot final surgit comme un appel irrésistible. Une invitation arriva, cachetée de cire rouge, l'assemblée annuelle des industriels à l'Opéra de Lyon, un forum public décisif. Duval y présiderait, vantant ses vertus. Émilie et Henri y seraient attendus, non comme victimes, mais comme accusateurs. La ville retenait son souffle. L'orage culminait, promettant justice ou ruine. Si vous aimez cette histoire jusqu'ici, appuyez sur le bouton like pour soutenir notre canal. Les lustres de cristal de l'Opéra de Lyon scintillaient, comme des étoiles captives, baignant la grande salle d'une lumière dorée qui dansait sur les velours rouges des fauteuils. L'assemblée annuelle des industriels attirait l'élite de la ville. 200 convives en habits du soir, robes de soie chatoyantes aux jupons amidonnés, redingotes ajustées et cravates de soie nouées avec précision. L'air vibrait des accords d'un orchestre, une ouverture de Bizet, légère et ironique, masquant les tensions qui couvaient. Duval présidait depuis l'estrade, son ventre proéminent tendant les boutons de son frac noir, un verre de champagne à la main. Ses yeux porcins balayèrent la foule, triomphant, ignorant les murmures qui s'élevaient déjà. Émilie Lefebvre entra au bras d'Henri Beaumont, le cœur battant comme un tambour de guerre. Vêtue d'une robe de taffetas bleu nuit, au corsage orné de perles discrètes et à la jupe fluide qui frôlait le sol de marbre, elle incarnait une dignité nouvelle. Le camée d'Élise, épinglé à son épaule, luisait comme un talisman. Henri, en habit sombre au revers de velours, sa cicatrice pâle soulignée par la lumière, serrait sa main gantée avec une fermeté contenue. Ils avaient comploté dans l'ombre, les preuves en poche, un plan forgé pour exposer le complot. Marguerite, restée en retrait près des Perriers, hocha la tête en signe d'encouragement, son chignon impeccable trahissant une fierté muette. Duval leva son verre, sa voix tonnante couvrant les applaudissements forcés. « Mesdames, messieurs, à Lyon, berceau de la soie et de l'industrie. Ce soir, nous célébrons nos alliances solides, loin des ombres et des fabulations, comme cette jeune demoiselle qui a osé défier l'ordre, mais l'ordre triomphe toujours. » Les rires fusèrent, acides, visant Émilie. La sabotage finale du vilain surgit alors, vicieuse et préparée. Un valet en livrée s'avança, portant un dossier relié de cuir rouge, un dossier compilé dans l'urgence des clubs enfumés. Duval le brandit, l'ouvrant avec un geste théâtral. « Voyez cela, lettres falsifiées, témoignages de valets loyaux, Mademoiselle Lefebvre et Monsieur Beaumont, complices dans des rendez-vous indécents, et ces comptes truqués, une invention pour me salir. J'ai une témoin clé, ma gouvernante, qui jure avoir vu la demoiselle quitter la cabane en pleine nuit, non pas fuyant une tempête, mais cherchant un refuge. Adultère. » La foule murmura, un voile de scandale s'abattant. Madame Perrier porta une main à sa gorge. Les Godard échangèrent des regards choqués. Duval avait acheté la silence d'un notaire véreux et fabriqué une lettre signée du père d'Émilie, accusant Henri de négligence criminelle dans l'accident d'Élise. Ce magnate reclus cache ses crimes derrière des charmes. Lyon mérite mieux que ces intrigants. Émilie sentit le sol trembler sous ses bottines lacées, mais Henri resserra sa prise, un murmure à son oreille. « Maintenant !» Elle s'avança, la tête haute, ignorant les sifflets isolés. La contre-attaque fut intelligente, ciselée comme un fil de soie. D'un geste fluide, elle sortit de son réticule les vraies preuves, les livres de comptes authentiques tachés d'encre rouge et la lettre du notaire repentant recueillie par Claire Beaumont. « Messieurs, mesdames, regardez. Duval n'est pas un pilier, c'est un serpent. Ses dettes gonflées, ses prêts fictifs, tout pour s'emparer des terres de M. Beaumont via un mariage forcé. Mon père n'a dû que 200 francs, pas 1000. Et cette témoin, payé pour mentir, comme ce valet qui a suivi mes pas sur ordre de Duval lui-même. » Henri prit la parole, sa voix grave résonnant dans la salle comme un jugement. Il déroula un témoignage clé. Un ouvrier des filatures Duval, un canut aux mains calleuses, amené en secret et caché dans les coulisses. L'homme s'avança, casquette à la main, accent lyonnais épais. « J'ai vu Duval falsifier les papiers. Pour les taire, oui, et pour briser les familles.
Mes camarades souffrent dans ces usines, salaire rogné, machines dangereuses. Beaumont, lui, paie juste. La stratégie sociale culmina. Claire Beaumont, depuis les premiers rangs, se leva, sa robe de faille mauve, flottant comme un étendard. Ma belle-sœur Élise est morte par négligence, mensonge. Duval a saboté les machines pour racheter à bas prix. J'ai les lettres d'époque. La communauté bascula. Les Perrier applaudirent les premiers, suivis des Lumières et des Godard. « Honte à Duval !» cria un bourgeois, et le cri se propagea. Duval pâlit, son verre tremblant, le dossier tombant à ses pieds comme une peau vide. La humiliation fut publique, totale, des rires moqueurs, des dos tournés. Il balbutia « C'est une calomnie !» Mais les gardes l'escortèrent dehors, sous les huées. Le pic d'euphorie déferla, cathartique. Émilie, de l'humilier aux yeux de lion, devint respectée, une héroïne qui avait osé la vérité. La foule l'entoura. Félicitations murmurées, mains serrées. « Vous avez sauvé notre ville !» souffla Madame Perrier. Henri attira Émilie près de lui, un regard chargé de gratitude, leurs épaules se frôlant dans le tumulte. La communauté les re-encadra. Un couple d'alliés, non plus suspects mais gardiens de l'honneur lyonnais. Le silence post-tempestade s'installa enfin, l'orchestre reprenant une valse douce. Dans un coin ombragé, Henri murmura à Émilie « Votre choix moral nous définit, ensemble, sans chaîne. » Elle posa une main sur son bras, un engagement intime tacite, scellé dans ce geste, une promesse de futur, libre et partagée. Dehors, la Saône scintillait sous la lune, mais un messager discret approcha. Une lettre de Paris, annonçant l'arrivée imminente des créanciers repentants. Le triomphe était frais, les fils légaux restaient à nouer. Si cette victoire vous a ému, abonnez-vous au canal pour ne rien manquer d'autres histoires envoûtantes comme celle-ci. Les jours suivants, l'assemblée à l'Opéra de Lyon s'écoulèrent comme un fleuve apaisé après la crue, emportant les débris du scandale. La Saône, bordée de saules pleureurs, reflétait un ciel clair pour la première fois depuis des semaines, et la ville bruissait d'une rumeur nouvelle, la chute de Duval. Émilie Lefebvre, encore étourdie par la victoire, rentra au bras d'Henri Beaumont vers la maison de sa tante, rue de la République. Les pavés luisants sous les réverbères à gaz portaient les échos des applaudissements. Mais son cœur battait d'une joie prudente, mêlée à l'épuisement. Le camé d'Élise, épinglé à son corsage de taffetas, semblait plus léger, comme libéré de ses ombres passées. Marguerite les accueillit sur le seuil, les yeux brillants sous son bonnet de dentelle. « Ma nièce, vous avez été magistrale. Lyon parle de vous comme d'une lionne. » Elle serra Émilie dans ses bras, puis inclina la tête vers Henri avec une courtoisie nouvelle. « Monsieur Beaumont, votre soutien, il honore notre maison. » Le messager de Paris qui les avait suivis tendit la lettre. Les créanciers, ébranlés par les révélations publiques, renonçaient à leur poursuite. « Les dettes familiales sont effacées », lut Émilie à voix haute, sa voix tremblant d'un soulagement pur. Son père, averti par télégramme, avait capitulé. Une missive laconique arrivait le lendemain, implorant pardon et promettant un soutien distant, sans plus d'ingérence. Les fils légaux se nouèrent avec une efficacité implacable. La chambre de commerce, secouée par le témoignage de l'ouvrier Canut, lança une enquête formelle sur les filatures de Duval. Les livres de comptes falsifiés, exposés sous les lustres de l'opéra, devinrent pièces à conviction. Duval traînait devant un tribunal ecclésiastique et civil, car Lyon, ville de foi et d'affaires, ne tolérait pas les duperies, vit son empire s'effriter. Condamné pour fraude et chantage, il subit une sanction concrète. Exil forcé vers les provinces du Sud, perte de ses droits sur les terres convoitées et une chute de prestige irrémédiable. Ces usines passèrent sous tutelle, rachetées par des industriels honnêtes comme les Perrier, qui promettaient des salaires justes aux Canut. « Il a payé le prix de son avidité », murmura Henri ce soir-là, dans le salon lambrissé, tandis que le feu crépitait doucement. Émilie, transformée, assumait une voix nouvelle. Plus la fugitive timide de la tempête, elle parlait avec une complexion forgée dans l'épreuve. Lors d'un thé chez les Perrier, elle plaida pour les ouvriers lésés, sa robe de serge grise soulignant une élégance sobre.
L'industrie de Lyon doit élever, non écraser, déclara-t-elle, et les dames hochèrent la tête impressionnées. Henri, à ses côtés, révélait une leadership discrète. Il rouvrit ses domaines aux réformes, installant des machines sécurisées et des écoles pour les enfants des filatures. Leur alliance, scellée par libre choix, devint un modèle. Deux égaux, unis non par dette ou convention, mais par une vision partagée. Le rituel symbolique survint un après-midi ensoleillé, au domaine des Beaumont, renouvelé comme un chapitre neuf. Henri avait fait redécorer la bibliothèque où la tempête les avait confinés. Les étagères, autrefois chargées de regrets, accueillaient désormais des volumes sur l'éducation et l'artisanat. Pas d'anneau chargé d'histoires toxiques. Il offrit à Émilie un simple bracelet d'argent ciselé, forgé par un orfèvre lyonnais, gravé d'une rose sans serpent, symbole d'un amour pur, sans dangers imposés. « Pour vous, librement !» dit-il, glissant le bijou à son poignet. Leurs doigts s'attardèrent. Un baiser léger effleura sa main, puis ses lèvres, un saut d'amour, tendre et victorieux, sous le regard approbateur de Claire qui versait le thé. Le nouveau status quo s'établit avec grâce. Marguerite, récompensée par une pension généreuse des Beaumont, voyagea enfin vers Nice, son rêve d'une retraite au soleil réalisé. Les coadjuvants trouvèrent leur place. Claire épousa un veuf respectable des Godard, consolidant les alliances. L'ouvrier Canute devint contremaître dans les filatures réformées, sa famille logée dans une maison neuve. Les Perrier, repositionnés comme bienfaiteurs, financèrent une bibliothèque publique au bord de la Saône. Legs d'Émilie et Henri, un espace ouvert aux bourgeois et aux Canutes, rempli de livres sur la soierie et les droits des travailleurs. « C'est notre horizon », murmura Émilie un soir, depuis le balcon du domaine, où les lumières de Lyon scintillaient comme des promesses. Leur transformation rayonnait. Émilie, avec sa compassion, organisait des ateliers pour les veuves. Henri, sa voix assourdie par le deuil levé, menait des conseils industriels avec une humanité nouvelle. Une image finale les immortalisait. Enlacés au parc de la Tête d'Or, sous les marronniers en fleurs, contemplant le lac où glissaient des cygnes. Leur amour, testé par les orages, s'épanouissait en un futur radieux, marié dans une cérémonie intime à la cathédrale Saint-Jean. Ils fondèrent une famille, un fils naissant l'année suivante, aux yeux verts comme sa mère. Pourtant, un ganchot suave persistait. Une lettre arriva d'un domaine lointain, signée d'un cousin de Duval, exilé. « Les ombres ne meurent pas toutes, prenez garde au vent du sud. » Henri la brûla dans l'âtre, serrant Émilie contre lui. Lyon, berceau de leur triomphe, s'étendait devant eux un legs en action, école bourgeonnant, filature juste, et un amour qui défiait les tempêtes. Le soleil se couchait sur la Saône, peignant l'horizon d'or, et ils marchèrent vers demain, main dans la main. 10 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit orageuse qui avait jeté Émilie Lefèvre dans la cabane isolée, comme un destin tissé par les filles invisibles de la soie lyonnaise. Lyon avait changé, ou peut-être était-ce elle qui, transformée, voyait la ville sous un jour plus doux. La Saône coulait toujours paresseuse entre ses quais bordés de platanes centenaires, mais les filatures, jadis sombres menaçantes, exhalaient désormais un bourdonnement harmonieux, porté par des machines sécurisées et des ouvriers fiers de leur labeur. L'air printanier embaumait les prunelles en fleurs et la cire des bougies, rappelant les veillées d'autrefois, mais avec une sérénité nouvelle. Émilie, 35 ans à présent, se tenait sur le balcon du domaine des Beaumont, une main posée sur la balustrade de pierre tiède. Sa robe de lin crème, aux manches longues et au col orné d'un simple ruban de velours, flottait légèrement dans la brise. Les rides fines au coin de ses yeux verts trahissaient les joies et les épreuves, mais son port était droit, empreint d'une assurance conquise. À ses côtés, Henri, 48 ans, observait le paysage avec cette intensité grise qui l'avait toujours caractérisé. Sa cicatrice s'était estompée, comme adoucie par le temps, et ses cheveux, plus gris que châtains, encadraient un visage où la solitude avait cédé la place à une paix profonde. Il passa un bras autour de sa taille,
un geste familier chargé de ces silences complices qu'ils avaient appris à chérir. Leur mariage, célébré en une cérémonie intime à la cathédrale Saint-Jean, avait fleuri en un foyer solide. 2 enfants animaient désormais le domaine. Leur fils aîné, Lucien, 8 ans, aux boucles brunes et aux yeux vifs d'Henri, courait dans le jardin avec un cerf-volant aux couleurs de la soie lyonnaise. Derrière lui trottinait la petite Rose, 5 ans, une réplique d'Émilie avec ses tresses auburn et son rire perçant comme un oiseau. « Papa, regarde comme il vole haut !» cria Lucien, et Henri sourit, un éclat rare dans ses traits austères. « Comme nos rêves, mon fils, plus haut que les tours de Fourvière. » Leur amour avait résisté aux ans, non comme une flamme ardente, mais comme un feu de cheminée constant, nourri par les confidences murmurées au creux de la nuit. Émilie se rappelait souvent la tempête, ce refuge improbable qui les avait unis. « Tu m'as sauvé ce soir-là », soufflait-elle parfois, et Henri secouait la tête. « C'est toi qui m'as ramené à la lumière, Émilie. Sans toi, j'errais encore dans les ombres de la culpabilité. » Ils s'embrassaient alors, un baiser lent, teinté de gratitude, sous le portrait d'Élise qui veillait sur la bibliothèque, désormais un sanctuaire de paix où les enfants apprenaient à lire Hugo à voix haute. Les changements sociaux qu'ils avaient initiés rayonnaient encore. La bibliothèque au bord de la Saône, financée par leur fonds conjoints, était devenue un phare pour Lyon. Un bâtiment de briques rouges aux fenêtres hautes, rempli de volumes sur l'artisanat, l'histoire des canuts et les droits des femmes. Émilie y consacrait ses après-midi, enseignant aux filles d'ouvriers à coudre et à lire, sa voix douce mais ferme, portant l'écho de sa propre rébellion. « L'éducation libère », disait-elle aux jeunes mères, et elle hochait la tête, les yeux emplis d'espoir. Henri, de son côté, avait réformé ses filatures, salaire décent, ateliers aérés et une école attenante où les enfants des employés apprenaient le métier sans chaîne. Les Perrier, devenus des alliés fidèles, avaient étendu ces réformes. Même les Godard, jadis neutres, finançaient des bourses pour les veuves. Mais le temps avait aussi exigé son tribut. Marguerite, la tante bien-aimée, reposait désormais au cimetière de Loyasse, emportée par une fièvre 3 ans plus tôt. Émilie visitait sa tombe chaque printemps, déposant des roses du jardin et murmurait « Tu m'as protégée, tante. Ton courage vit en rose. » Claire Beaumont, sœur d'Henri, avait trouvé le bonheur avec son époux des Godard. Leur union avait scellé des ponts entre familles, et elle visitait souvent ses propres enfants jouant avec Lucien et Rose dans les allées du parc de la Tête d'Or. Les coadjuvants avaient été récompensés. L'ouvrier Canut, devenu contremaître respecté, élevait sa famille dans une maison au volet bleu, loin des taudis d'antan. Quant à Duval, il avait payé le prix fort pour ses intrigues. Exilé dans les terres arides du Midi, son empire réduit à des dettes insurmontables, il végétait dans une villa décrépite, évitée par les siens. Les rumeurs le disaient brisé, hanté par sa chute publique à l'Opéra, où Lyon l'avait chassé comme un paria. La justice est lente, mais inexorable, commentait Henri lors des dîners, et Émilie hochait la tête, une ombre fugace traversant son regard. Elle ne haïssait plus, la victoire avait guéri les plaies, transformant la colère en compassion pour ceux qui erraient encore dans l'avidité. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait en un feu d'or sur les collines du Beaujolais, la famille se réunit dans la salle à manger, lambrissée. Les chandelles vacillaient sur la table d'acajou, illuminant les plats lyonnais, saucissons briochés, quenelles à la sauce aux écrevisses et une tarte aux pralines pour les enfants. Lucien racontait ses leçons à l'école. Rose babillait sur un oiseau vu au jardin. Henri leva son verre de Côte-du-Rhône, ses yeux fixés sur Émilie. « À nous et à ce que nous avons bâti, de la tempête à cette paix. » Elle sourit, serrant sa main sous la nappe. Une nostalgie douce l'envahit comme un parfum fané de roses anciennes. 10 ans et pourtant, chaque regard échangé ravivait l'étincelle de cette nuit fatidique. Leur amour avait duré, plus fort que les ragots ou les dettes, un lien d'âme qui défiait les conventions de la belle époque. Dehors, la nuit tombait sur Lyon,
les réverbères s'allumant un à un, mais dans le cœur d'Émilie, la lumière perdurait, un legs éternel de courage, d'amour et de justice. Les enfants riaient, le futur s'ouvrait comme un horizon infini, et elle sut que, quoi qu'il advienne, ils marcheraient ensemble, main dans la main vers les jours lumineux. Et voilà, chers amis, que s'achève cette épopée tissée dans les ombres et les lumières de la belle époque lyonnaise. Émilie Lefebvre et Henri Beaumont, nés des tempêtes du destin, nous ont emmenés à travers des chemins semés d'embûches où l'amour véritable triomphe non par la force brute, mais par la courageuse quête de vérité. Imaginez-les, 10 ans plus tard, foulant les quais de la Saône main dans la main, leurs enfants riant au soleil couchant, tandis que Lyon, cette ville de soi et de secret, respire une liberté nouvelle. Leur union, forgée dans l'adversité, nous enseigne une leçon éternelle. Les chaînes des conventions sociales, qu'elles soient forgées par les dettes ou les ragots, ne résistent pas à l'éclat d'une âme résolue. La justice, lente comme le Rhône, finit par couler clair, et balayant les duvals de ce monde dans l'oubli mérité. Et l'amour, il n'est pas un refuge hasardeux, mais un phare que l'on allume soi-même au cœur des orages. Cette histoire, inspirée des murmures de l'époque, nous rappelle que chaque femme, chaque homme, porte en soi la force de défier les ombres pour embrasser la lumière. Émilie nous montre que la voix d'une seule peut ébranler les empires de l'avidité. Henri, que le deuil n'est pas une prison, mais une porte vers une compassion plus grande. Dans cette belle époque de progrès et de contraste, où les filatures ronronnent et les balles masquent les intrigues, leur triomphe nous invite à réfléchir. Et si, dans nos propres vies, nous osions ce pas vers l'inconnu, ce refus des chaînes imposées, laissez ces mots résonner en vous comme un écho des cloches de Saint-Jean, appelant à l'action et à l'espoir. Maintenant, je vous invite à partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Qu'avez-vous ressenti en suivant Émilie à travers la tempête? Cette histoire vous a-t-elle touché au cœur, comme elle l'a fait pour moi en la contant? Dites-le moi, car vos voix sont le fil qui tisse notre communauté. Et pour savoir qui a voyagé jusqu'au bout de cette aventure, écrivez le mot « Saône » dans les commentaires. Un clin d'œil à ce fleuve qui a porté tant de secrets et de victoires. Votre geste aidera à propager ces récits envoûtants, touchant d'autres âmes en quête d'émotions pures. Si cette narration vous a captivé, n'hésitez pas à explorer les cartes du vidéo pour d'autres histoires semblables. Des romances historiques où l'amour défie les époques, des drames tissés de mystères et de triomphes. Abonnez-vous pour ne rien manquer et que la prochaine tempête vous apporte elle aussi un refuge inattendu. À bientôt dans les pages d'un nouveau chapitre.